Merci à tous, vous m'entendez bien? Oui. Bon, je suis désolé pour la pluie, hein, c'est une tentative de sabotage, mais ça ne va pas marcher. Bon, alors, non, c'est merveilleux de vous trouver tous ici, aussi mobilisés, aussi nombreux, c'est fou. Et avec, c'est vrai que les médecines alternatives, je pense que c'est l'avenir de la médecine, moi c'est ma conviction maintenant. Donc, on m'a demandé de parler de deux sujets. Donc, la maladie de Lyme, ça fait 20 ans que je me bats pour cette maladie, qui n'est toujours pas reconnue dans sa forme chronique ou très peu. Et puis, je vais vous parler de l'autopsie du système de santé. Mais ça paraît défaitiste de dire ça, mais c'est pour le faire revivre, hein. Moi, je suis toujours optimiste, hein, vous inquiétez pas. Bon, la maladie de Lyme, vous savez, c'est transmis par une bactérie Borrelia, transmise par les tiques. Je vous rassure, là, ici, vous êtes au milieu de la forêt, vous êtes cerné par les tiques. Je ne sais pas combien il y aura de survivants, mais on pourra compter. Voilà, alors, c'est une maladie. Moi, j'étais étonné parce que moi, j'ai fait beaucoup de maladies infectieuses et c'était dans ma carrière la seule maladie qui n'avait pas le droit d'exister, en tout cas dans sa forme chronique. On va comprendre pourquoi. C'est une bactérie qui est transmise par les tiques, qui est très ancienne. En fait, c'est un genre de bactérie avec plein d'espèces. Ça existe depuis la nuit des temps. On a retrouvé une momie congelée, un pauvre gars qui était tué par une flèche qui est tombée dans un glacier dans les Alpes il y a 5000 ans. Il était porteur de Borrelia, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est après les manipulations qu'on a faites par la suite. Bon, ça va peut-être venir un jour. Donc, c'est... Merci, ça marche maintenant? Parfait. Ah, voilà, ça c'est la bactérie, on appelle ça en grec des spirochètes. Spiro, c'est la spirale. C'est des petites bactéries qui ont une forme spiralée, qui peuvent courir comme ça très vite comme des petits serpents. Ça ressemble au tréponème de la syphilis ou à d'autres bactéries. Mais c'est une bactérie qui a des capacités génétiques phénoménales, c'est qu'elle peut changer de forme. Je crois que c'est la bactérie qui peut toucher l'homme, qui a le plus de gènes de fonction. Un gène de fonction dans le chromosome, c'est ce qui lui permet de s'adapter à toutes les agressions. Elle peut changer de forme si elle est agressée par un antibiotique, le système immunitaire, l'acidité du milieu. Elle est incroyable et elle peut de temps en temps se mettre sous forme arrondie, dormante, comme un sous-marin qui éteint les moteurs. Elle peut rester des mois, des années dans vos tissus puis se réveiller. Donc c'est une bactérie assez fascinante en fait. Mais alors, c'est transmis par les tiques. Alors, vous savez, votre médecin vous dit j'ai peut-être la maladie de Lyme, vous avez été piqué par une tique, ben, je ne m'en souviens pas, bon, elle est circulée, il n'y a rien à voir si vous n'avez pas le souvenir. En fait, dans les études, on s'aperçoit que 3 fois sur 4, les gens n'ont aucun souvenir de la piqûre de tique, parce qu'il y a des grosses tiques femelles là, qui sont bien gorgées de sang, que vous pouvez voir, vous les voyez sur votre chien, votre chat, mais vous pouvez les voir sur vous, quelqu'un de votre famille. Mais il y a des mini-tiques, les larves qui sont minuscules, et puis elles sont dans votre dos, dans les cheveux, vous ne les voyez pas. Donc c'est vraiment minuscule. Alors, c'est surtout dans les forêts, mais il ne faut pas croire que c'est que dans les forêts. Il y en a des parcs, même dans certaines villes, il y en a dans les jardins. C'est vrai que c'est plus fréquent quand les herbes sont hautes. Donc, souvenir d'une piqûre de tique, je vous dis un quart des cas. Et l'érythème migrant, cette fameuse tache rouge circulaire centrifuge autour de la piqûre, votre médecin vous demandez, vous avez eu une tache rouge? Ah ben non, je ne me souviens pas. Ah ben circulez, vous n'avez pas Lyme. En fait, on ne s'en souvient que dans la moitié des cas. Tout ça, c'est basé sur des publications, hein, c'est pas moi qui invente. Et en plus, les érythèmes migrants, alors c'est la forme typique, c'est une cocarde rouge qui s'élargit progressivement comme ça, et puis quelquefois disparaît spontanément au bout de quelques jours, quelques semaines, même si on ne traite pas. Mais la bactérie reste là, et puis peut passer vers les formes secondaires, tertiaires de la maladie. Alors quelquefois, normalement c'est indolore, ça ne démange pas, quelquefois ça démange, quelquefois c'est un peu douloureux, normalement c'est rouge, quelquefois c'est violet, quelquefois c'est ovale, et il y a des mini-érythèmes migrants qui font la taille d'une pièce de monnaie, qui sont aussi des signes de maladie de Lyme. Ça, vous n'êtes pas trop mouillé, là, je suis désolé. Et c'est pour vous montrer, vous voyez, quand on dit que je dis n'importe quoi, ben c'est des études publiées. 16% des patients se souviennent de la piqûre de tique et chez l'enfant, c'est 19%. Alors ça, c'est par exemple les tiques, elles aiment bien piquer dans le nombril, un peu se cacher. Donc c'est cet anneau circulaire que vous voyez. Ce malade, par exemple, il avait eu la maladie de Lyme.
Il est allé consulter un grand interniste dermatologue à Paris qui lui a dit, mais ça, il a fait une biopsie. Il ne faut jamais faire de biopsie. La biopsie, c'est le petit prélèvement pour envoyer au laboratoire. Si vous faites une biopsie comme ça d'un érythème migrant, sous le microscope, ça ressemble à un lymphome, c'est un cancer de la peau. C'est comme ça. Il y a d'autres maladies qui peuvent simuler des cancers de la peau. Et donc, on l'a envoyé en chimiothérapie pour cancer de la peau. Et après, il a rechuté des années après. Mais c'est pas des blagues, hein, c'est des choses qu'on en voit malheureusement. Donc, surtout, ne faites pas de biopsie et demandez à votre médecin de vous donner 15 jours d'antibiotiques dans ces cas-là. Alors, vous voyez, là, c'est derrière l'oreille. Alors là, c'est un petit peu boursouflé, ce qui n'est pas typique. Alors, si vous voyez votre médecin, il va vous dire « Ouais, non, mais la maladie de Lyme, ça n'existe pas, c'est des bêtises. » On va faire un test sérologique, on va prendre une prise de sang pour confirmer que vous avez bien le diagnostic. Alors, surtout, faites pas ça, parce que, et c'est dans toutes les recommandations officielles, c'est pas moi qui l'invente, hein. Si on fait à ce stade très précoce de contamination la recherche d'anticorps, dans 80% des cas, il n'y a pas d'anticorps, ils n'ont pas eu le temps d'apparaître. Donc dans les recommandations, c'est un médecin traitant doit, je dis bien doit, s'il ne veut pas vous l'attaquer en justice, vous l'attaquer auprès du Conseil de l'ordre des médecins pour mauvaise pratique, est tenu de donner un traitement antibiotique en général 2 semaines, pour traiter cette contamination, parce que ça, il n'y a pas d'autre diagnostic quand vous avez cet érythème centrifuge. Et malheureusement, beaucoup de médecins refusent. On dit non, mais si je donne des antibiotiques, je me fais taper dessus par la Sécu, on va faire une sérologie d'abord. Et vous voyez, je vous avais bien dit, elle est négative. Et les pauvres gens qui ne sont pas traités, l'érythème, quelquefois, finit par disparaître, quelquefois, il revient de temps en temps. Ils vont faire après des maladies neurologiques et plein de problèmes. Et le médecin dira « Oh, mais ça n'a rien à voir. Attendez, ce n'est pas votre piqûre de tigre il y a 2 ans. » Alors ça aussi, si vous croisez dans la forêt du Jura ou dans le métro à Paris, quelqu'un comme ça, une boule rouge au bout de l'oreille, vous lui dites « Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez la maladie de Lyme. » Ça, c'est typique. Il n'y a pas d'autre diagnostic possible. Ça s'appelle le lymphocytome borrélien. Alors, ça peut être sur l'oreille, ça peut être aussi sur le mamelon et le scrotum. Je reconnais, quand vous croisez quelqu'un, c'est plus difficile à voir. Et c'est pareil, surtout ne biopsiez pas. Si vous biopsiez, très souvent, c'est un diagnostic de lymphome malin. Et j'ai vu des gens amputer des oreilles, chimiothérapés, alors que ça guérit avec 2 semaines de doxycycline, d'un antibiotique courant. Et ça, c'est si vous croisez aussi des personnes qui ont cette peau parcheminée, on voit en transparence des veines. Quand je montre ça à des médecins généralistes, ils me disent « Mais ça, je vois ça tous les jours en ma consultation. » Oui, c'est un tableau absolument caractéristique qui ne peut pas être autre chose que la maladie de Lyme. Bon, on dit « Mais non, mais ça, c'est des jambes de personnes âgées banales. » Oui, mais les personnes âgées, beaucoup ont souvent cette maladie. Alors, on l'appelle la grande simulatrice. Ce terme avait été utilisé au XIXe siècle, au début du XXe siècle, pour la syphilis. Vous savez, la syphilis, le tréponème de la syphilis, c'est une transmission sexuelle, là, c'est pas l'éthique. C'est la même bactérie spiralée, comme ça, qui peut cavaler assez vite avec des flagelles. Et les médecins à l'époque avaient dit à la phase primaire, secondaire, tertiaire. Alors, primaire pour la syphilis, c'est le chancre syphilitique au bout du zizi, sur les organes génitaux féminins. Puis le stade secondaire, c'est quelques jours, quelques semaines après. Puis le stade tertiaire, où s'installent toutes les maladies chroniques. Et la syphilis, maintenant, heureusement, elle guérit. Je suis désolé pour la pluie, mais bon. Cette syphilis, elle pouvait... Autrefois, il n'y avait pas la pénicilline, donc les gens ne guérissaient pas, faisaient des formes cliniques terribles, ils devenaient paralysés, avec des problèmes articulaires, cutanés, ils devenaient fous. Mais ça simulait toutes les maladies de la planète. C'est pour ça qu'on avait appelé la syphilis la grande simulatrice. Alors, qu'est-ce que donne le Lyme? Ça va donner fatigue invalidante. Bon, des douleurs migratrices. Si moi je vais dans le métro, je dis qui est fatigué, qui a mal au genou et tout ça, il y a la moitié du wagon qui va lever le bras, donc c'est pas très spécifique. Et puis il y a
quand on dit que c'est psychosomatique, le médecin il constate des anomalies. Alors ça peut être tous les organes cutanés, neurologiques, ophtalmo, psychiatriques, articulaires, musculaires, osseux, cardiaques. Et beaucoup de maladies auto-immunes comme des lupus, des polyarthrites rhumatoïdes, des scléroses. Je ne dis pas que tous les lupus sont des maladies de Lyme, mais attention, mais ça peut donner exactement le même tableau. Et puis il y a des gens qui disent bah oui, moi, quand j'ai démarré mon lupus, ma sclérose en plaques, ben, j'avais été piqué par des tiques avant, j'avais eu l'érythème migrant, mon médecin n'a pas voulu croire. Maintenant, je suis paralysé. Et moi, quand il y a un doute, je traite, je vois ce qui se passe. Moi, pas seul, il y a beaucoup d'autres médecins dans le monde qui ont soigné des Lyme et on a pu guérir ce genre de maladie auto-immune par des antibiotiques. Alors, le problème, c'est que quand on dit c'est la maladie de Lyme, en fait, je suis désolé, hein, c'est un coup. Bon, j'espère. Il y a un peu. Le soleil a l'air un peu bleu là-bas. Je ne sais pas dans quel sens va le vent, mais j'espère pour vous. Alors, bon. Quelqu'un qui a été piqué par des tiques ou même sans être piqué par des tiques, on est tous porteurs de bactéries qui dorment en nous. Par exemple, autrefois, vous savez, la tuberculose, il y avait des gens qui faisaient la tuberculose pulmonaire, des cavernes, qui crachaient leurs poumons, quelquefois qui mouraient. Puis d'autres gens qui étaient porteurs du bacille de la tuberculose toute leur vie, mais qui n'étaient pas malades et qui... Ah, ça s'atténue, c'est bien, oui. Et qui ne faisaient jamais la maladie. Donc, c'est pas parce qu'on est porteur d'une maladie qu'on fait cette maladie, d'un porteur d'un microbe qu'on fait forcément. Là, ça dépend du terrain, de comment on se défend, etc. Donc, il y a beaucoup et c'est pour ça moi j'appelle ça les crypto-infections, c'est les infections inapparentes. Ce concept avait été lancé, alors c'était pas ce nom-là, par Charles Nicolle, qui était le prix Nobel de médecine et qui était le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis il y a longtemps, qui avait le prix Nobel dans les années 20, qui avait écrit un livre remarquable, alors qu'on ne trouve pas facilement. Moi, je l'avais trouvé parce que l'Institut Pasteur l'avait réédité il y a une trentaine d'années. Il appelait ça les infections inapparentes. Son livre est remarquable, c'est un livre visionnaire. Il disait on héberge beaucoup de microbes qu'on ne sait pas diagnostiquer, qui sont responsables de beaucoup de maladies inflammatoires, dégénératives, auto-immunes. Alors quand je dis responsable, le microbe n'est pas le seul responsable. Il y a le terrain, il y a l'alimentation, plein d'autres facteurs. Alors, le médecin va dire bon, la maladie de Lyme, ouais, bon, c'est rien, c'est bénin, ça guérit facilement. Oui, il y a beaucoup de formes bénignes, je reconnais. Même des gens qui n'ont jamais été traités qui guérissent tout seuls, d'autres qui ont reçu 8 jours d'antibiotiques qui guérissent, oui, ok. Mais malheureusement, il y a beaucoup de formes sévères, des gens qui se retrouvent handicapés, paralysés. Alors heureusement, il n'y a pas beaucoup de formes mortelles rapides, il y en a quelques-unes. Hein. Si vous vous souvenez, il y avait un joueur de rugby anglais qui avait fait une atteinte cardiaque très aiguë, qui est mort rapidement. Il y a eu des encéphalites très sévères. Mais habituellement, c'est plutôt, je dirais, une mort à petit feu. Ça détruit petit à petit le système nerveux, articulaire, neurologique. Les gens sont déprimés. Et c'est une cause très fréquente de suicide. Il y a eu des études qui ont montré que beaucoup de suicides étaient liés à Lyme. Et maintenant, il y a même beaucoup de publications. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur la Borrelia de Lyme. Des publications dans les plus grands journaux médicaux du monde qui montrent que les gens déprimés qui se suicident sont porteurs de Bartonella. Alors, c'est un autre groupe de bactéries. Celle qui est plus connue, c'est la maladie des griffes du chat, Bartonella ncele, mais il y a aussi la Bartonella qui est la fièvre des tranchées, qui a décimé l'armée napoléonienne pendant la campagne de Russie. Les Bartonelles, maintenant, c'est prouvé de façon totalement scientifique que c'est corrélé à beaucoup de maladies psychiatriques et aussi au mélanome malin. Les mélanomes, c'est une maladie bactérienne comme beaucoup de maladies malignes, hein, mais les cancérologues ne veulent quelquefois pas l'écouter. 16 secondes avant que ça coupe. Oh là, attention. Vous l'avez, ça, 13 secondes, non? Ça va sauter dans 9 secondes. Bon. Ah, bonjour. Voilà. Alors, la suite. Donc, ces Borrelia, ces autres crypto-infections, elles sont difficiles à prouver parce qu'ils ont fait exprès à cause...
c'était pas au départ, jusque dans les années 50, on pouvait publier librement sur toutes ces maladies transmises par les tiques ou autres. Il n'y avait pas de censure. Et on en parlera plus tard quand il y a eu les histoires militaires. On n'a plus le droit de publier, de parler librement de tous ces sujets dans les journaux scientifiques. C'est pour ça que, et on a fait exprès qu'il n'y ait pas de bons tests diagnostiques. C'est pour ça qu'on est tous un petit peu avec un énorme problème à la fois de diagnostic et de prise en charge des malades. Alors, souvent, les patients, on leur dit, vous avez la fatigue chronique, la fibromyalgie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la fibromyalgie, c'est un syndrome, vous êtes fatigué, vous avez mal partout. Le médecin veut se débarrasser de vous parce qu'il ne peut pas vous mettre dans la case d'une maladie connue. Il vous dit, vous avez la fibromyalgie, comme ça, c'est un diagnostic poubelle. On vous donne des antalgiques, si vous n'êtes pas content, des antidépresseurs, et si vous n'êtes pas content, vraiment, on vous hospitalise en psychiatrie. Bon, je résume, mais sachez qu'il y a des centaines de milliers, il y a un nombre énorme de gens qui sont diagnostiqués fibromyalgie en France. Ce n'est pas forcément que la maladie de Lyme, mais pour beaucoup, c'est des crypto-infections. Les maladies auto-immunes, j'en ai parlé, dégénératives. Il y a des preuves scientifiques que dans beaucoup de cerveaux de gens qui ont des Alzheimer, il y a plein de bactéries dans le cerveau. Alors, il y a Lyme, il n'y a pas que, il y a des tréponèmes. Le tréponème, c'est l'agent de la syphilis, mais il y a des tréponèmes non syphilitiques qui sont des bactéries saprophytes, ce sont des bactéries, je dirais, normales de la plaque dentaire. Et on sait qu'il y a un lien épidémiologique prouvé entre dents pourries et Alzheimer, par exemple. Donc, on sait que dans l'Alzheimer, il y a une composante infectieuse. Il n'y a peut-être pas que ça. Et puis tous les syndromes inexpliqués, névralgie, méningite, encéphalite, paralysie, dépression. En fait, on peut retrouver tout le Larousse médical dans ce type de maladie. C'est pour ça que j'en veux pas aux médecins, parce que comme on ne les a pas bien formés, ils sont perdus. Et ils disent, c'est pas possible que ça donne tout ça. Alors, en fait, c'est en pleine expansion, c'est présent sur tous les continents. Alors, c'est appelé Lyme parce que c'est sorti du laboratoire américain à côté de Lyme, mais ça existait depuis très longtemps. Puis il y a beaucoup de borrélioses qui ne sont pas cette bactérie militaire qui était déjà en Europe. Et puis en Europe, mais il y a beaucoup de borrélioses et de tiques naturelles qui donnent des maladies très diverses et variées. Mais à cause de l'omerta militaire, ça n'a pas été étudié. Donc il y a très très peu de publications fiables sur tout ce domaine. Alors qu'il y en a sur d'autres germes, vous avez 1000 publications chaque année. Là, il n'y a pas grand-chose. Alors, ça a été multiplié par des chiffres énormes. Tous les États sont touchés. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, l'Institut français de santé publique disait, Santé publique France disait, le Lyme, il n'y en a qu'en Alsace, mais alors, quand il y avait un malade qui se plaignait d'avoir été piqué en Bretagne ou en Provence parce qu'il avait été piqué par une tique, il avait un étrémie. Non, c'est pas vrai. Il n'y en a jamais eu en Bretagne ou en Provence, c'est faux. Parce que à l'époque, on ne recherchait pas dans toutes les régions, on ne le recherchait qu'en Alsace, donc il n'y en avait qu'en Alsace. Ben oui. En fait, il y en a partout. Alors, c'est vrai que c'était plus fréquent en Alsace. La région la plus touchée, c'est la Creuse, le Limousin, pour d'autres raisons. Vous voyez, donc partout, ça a explosé. Et ça avait explosé aux États-Unis. C'était en 2011, parce que le temps passe vite. Avant, aux États-Unis, quand vous étiez un médecin généraliste, pour déclarer une maladie de Lyme, vous deviez avoir une sérologie positive. Et les CDC d'Atlanta, c'est le centre de surveillance des maladies, qui est l'équivalent de Santé publique France, mais en beaucoup plus gros aux États-Unis, avaient accepté que les médecins déclarent, parce qu'ils avaient reconnu que la sérologie n'était pas toujours fiable, et qu'un médecin généraliste qui voyait un malade qui avait tous les signes compatibles et qui avait éliminé tous les autres diagnostics, qui avait fait un traitement antibiotique d'épreuve, c'est-à-dire qu'on le fait dans la tuberculose. Toutes les tuberculoses en France ne sont pas prouvées par la culture, c'est un diagnostic clinique ou radiologique souvent. On fait un traitement, on regarde si ça marche. Et si ça marche, le médecin déclare aux États-Unis la maladie de Lyme comme maladie de Lyme probable. Quand ils ont accepté cette différence, aux États-Unis, ils sont passés de 30 000 cas par an à 300 000 cas par an. Maintenant, je crois qu'ils sont à 400, 500 000. Donc c'est évident que ça augmente énormément. Alors, pourquoi il y a des tiques partout? C'est peut-être pas la seule raison, mais avec l'usage des pesticides et il y a beaucoup d'animaux,
Ça, c'est un article du Chasseur français de 2018. Je ne suis pas chasseur, je ne lis pas habituellement le Chasseur français, mais c'était juste pour vous montrer. Des gens très sérieux ont montré qu'il y a une disparition de beaucoup d'animaux, d'oiseaux, de reptiles, de batraciens dans nos campagnes, probablement dû à l'excès des pesticides. Moi, je sais que j'ai une maison avec un grand jardin en région parisienne. Bon, je mettais toujours une petite mangeoire pour les oiseaux l'hiver. Bon, il y a quelques années, les mésanges, je faisais la queue pour venir manger. Maintenant, si j'en vois une dans la journée, je suis content. Bon, il y avait des hérissons, ils ont disparu. Je n'en vois plus depuis plusieurs années. Il faut être vraiment conscient. Les grenouilles, les crapauds, tout ça, c'est en train de disparaître dans beaucoup de régions. Et tous ces animaux sont aussi des prédateurs qui mangent les tiques. Hein. Alors, on nous a dit, oui, mais il y a alors, la sérologie en médecine, c'est quand on fait une prise de sang pour chercher l'anticorps que vous avez fabriqué pour réagir à un microbe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs types de sérologie. L'ELISA, c'est un test enzymatique, mais qui est peu fiable. Et après, il y a le Western Blot, donc un autre test qui est plus fiable. Alors, en France, maintenant, vous n'avez pas le droit de faire le Western Blot si l'ELISA est négatif. C'est vachement scientifique. Et puis, donc normalement, on avait même reconnu au sein du Haut Conseil de la Santé publique, après c'était reconnu par l'Haute Autorité de Santé, que vu que les tests n'étaient pas fiables, les médecins pouvaient faire un traitement empirique, un traitement antibiotique d'épreuve. Ce que je vous disais, on n'a pas la preuve, on a éliminé, on traite, même si le test est négatif, pour voir si ça marche. Et d'ailleurs, j'avais obtenu ça, c'était une grande avancée à l'Haute Autorité de Santé il y a quelques années. C'est gravé dans le marbre que c'est autorisé. Mais depuis que je suis parti de toutes les instances, maintenant tout ça, ça a été mis à la poubelle. Et le CDC européen avait mis en garde, avait fait un rapport officiel en 2016 mettant en garde contre les très bons résultats des sérologies de Lyme qui étaient annoncés par tout le monde. Car ils disaient eux-mêmes, les populations sont très mal définies, il y a beaucoup de biais, et la clinique, l'expérience du médecin, c'est très important. Et enfin, il y a eu des gens qui ont fait des méta-analyses, qui ont analysé tout ce qui était publié dans Michael Cook, que je connais bien, à Londres, qui a montré que finalement la sensibilité n'était pas du tout le 95% annoncé par le centre de référence de Strasbourg ou ailleurs. Alors, Willy Burgdorfer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un Suisse allemand qui était le meilleur spécialiste des borrélias dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale, qui allait en Afrique diagnostiquer des borrélioses africaines dues à d'autres piqûres de tiques. Ce n'était pas la maladie de Lyme, mais enfin des cousins. Et Burgdorfer a été recruté après la Deuxième Guerre mondiale par les Américains pour trafiquer la borrelia aux États-Unis. Et en 2007, vous pouvez trouver le film, je ne sais pas s'il est encore sur YouTube, enfin je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, Under Our Skin, ou si vous faites interview Burgdorfer, vous le trouvez. Il parle en anglais, mais souvent on trouve des versions sous-titrées en français. Et on lui demande qu'est-ce que vous pensez des recommandations de 2006 de la Société américaine de maladies infectieuses, en disant que le Lyme est une maladie très rare, que la sérologie est parfaite, que les traitements marchent très bien en 15 jours. C'est lui-même qui le dit, on le voit parler, c'est une affaire honteuse, la raison est politique, l'argent va depuis 30 ans à ceux qui produisent toujours la même chose, c'est-à-dire rien. C'est Burgdorfer lui-même, hein. Borrelia burgdorferi, je vous rappelle, c'est lui qui a découvert, soi-disant, la bactérie. En fait, il l'a fabriquée, mais il est mort à la fin de sa carrière. La technique de sérologie de Lyme doit être revue de fond en comble par des gens qui n'écrivent pas les résultats avant d'avoir fait les recherches, parce qu'ils avaient décidé que ça ne devait pas dépasser le seuil de 5%. Moi, j'ai un collègue biologiste français qui s'est dit, tiens, pourquoi ils ont mis la barre de diagnostic à tel niveau? Donc, il cherche la publication dans un grand journal récent qui cite un journal précédent, c'est comme ça, chaque journal cite le journal précédent en disant c'est une preuve parce que ça a été publié avant, puis il remonte tout en haut. Et il arrive là une recommandation du CDC d'Atlanta aux États-Unis qui dit voilà le seuil qui a été établi selon des critères scientifiques dans un laboratoire de référence. Donc il l'a écrit au CDC d'Atlanta, ça fait 10 ans. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du laboratoire de référence? Quels ont été sur quoi ils se sont basés pour dire tout ça? Il n'a jamais eu de réponse.
De toute façon, c'est sorti du chapeau. On a imposé à tous les pays du monde, à tous les médecins du monde, ces tests diagnostiques qui sont nuls. En plus, comme je vous disais, quand on est piqué par des tiques ou même par d'autres voies aériennes, sexuelles, alimentaires, tout ce qui est respiratoire, on peut être contaminé par d'autres crypto-infections, ces infections inapparentes, qui sont pour quelques-unes très connues des vétérinaires. Donc on a découvert, par exemple, nous on a publié que Borrelia miyamotoi, c'est un nom japonais parce qu'elle avait été découverte chez des rongeurs au Japon il y a longtemps. Moi, à Strasbourg, on me dit, mais non, il n'y en a pas en France, c'est des bêtises japonaises. On a publié qu'on en trouvait tout à fait dans l'est de la France. Il y a plein d'autres bactéries. J'ai parlé de Bartonella. Il y a aussi des parasites, les pyroplastes. Si vous avez un chien, un chat, un cheval à la campagne, votre veto va vous dire, mais il a la pyro, le cheval perd ses poils, il pisse rouge, ou le chien. Ça, c'est connu des vétos. C'est fréquent chez l'homme, mais chez l'homme, on n'a pas le droit de le diagnostiquer parce que dans la médecine officielle, la pyroplasmose ne donne que des formes très graves chez des immunodéprimés ou qui ont perdu la rate dans un accident, mais ça n'existe pas parce qu'en fait, on ne la recherche pas et le test sérologique est très mauvais. En fait, quand on fait des vraies analyses, c'est très fréquent chez l'homme. Et Theileria, vous voyez, c'est un petit parasite en bas qui fait partie des pyroplastes transmis par les tiques. Un jour, je travaillais en recherche avec un laboratoire vétérinaire de Lyon qui a eu l'autorisation de faire des tests avec moi chez l'homme. On a publié tout ça. Et j'avais lu une publication d'une équipe de l'INSERM à Paris qui a montré que les Theileria, si on les mettait, c'est un parasite transmis par les tiques, si on les mettait sur des cellules humaines au laboratoire, elles devenaient cancéreuses. Et que si on enlevait les Theileria, le cancer disparaissait. Alors, je ne dis pas que le Theileria n'est pas l'agent de tous les cancers, hein, je vous rassure. Mais, donc, je parle de ça avec le chef du laboratoire. Il me dit « Ah ben, c'est marrant ce que tu me racontes parce que l'autre jour, je me suis trompé. Il y avait une malade qui venait faire un test en tant que malade humaine. Il m'a dit « Je me suis trompé, je lui ai fait le kit cheval. » Elle était positive à la Theileria. Donc je lui ai dit, bah, ce serait marrant de rechercher quand même, parce que ça ne s'est jamais fait. Et là, bingo, la Theileria est une des crypto-infections les plus communes chez l'homme. On l'a publié, mais si on publie, de toute façon, on ne lit pas nos publications. Alors, puisque les anticorps, ce n'est pas fiable, ce serait intéressant de sortir ces germes par la fameuse PCR, vous l'avez connue avec le Covid. La PCR, c'est un bon examen quand c'est fait dans de bonnes mains, dans des bonnes conditions scientifiques. Pour ces maladies-là, ça manque encore de sensibilité. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a obtenu des résultats très performants dans des labos vétérinaires qui ont eu les pires ennuis. Parce que les malades, ils ne sont pas fous. Il y en a qui ont vu que d'autres malades s'étaient fait diagnostiquer dans plusieurs villes de France par le vétérinaire. Donc le vétérinaire sympa disait ben, c'est la vache péronne ou le chien lomberger. Et puis ça passait comme ça. Mais ils ont été dénoncés, ils ont été menacés. Donc maintenant, pratiquement plus aucun labo vétérinaire accepte de le faire, alors qu'il y a une dizaine d'années, ils le faisaient régulièrement. Alors, Borrelia miyamotoi, ça c'est pour montrer des publications dont je suis co-auteur, sur Miyamotoi, on a trouvé plein de germes qui ont vraiment en recherche. C'est un travail de recherche officiel qui a été accepté par les autorités. On a trouvé plein de microbes comme ça chez des gens qui avaient des syndromes qui ressemblaient à la maladie de Lyme. Alors, comme il n'y a pas de test diagnostic fiable, le médecin dit bah non, tout ça c'est dans votre tête, et on envoie tout le monde en psychiatrie, ça c'est facile. Hein. Alors, pour les adultes, c'est déjà dur, mais pour les enfants, quand un enfant qui était très brillant, d'un seul coup, il devient grognon, il a mal partout, il ne veut plus aller à l'école, il dort tout le temps, il est déprimé. Alors, dans la dépression dans l'âme, il y a deux types de dépression. Il y a la personne qui est en pleine forme, qui est heureux dans son boulot, dans sa famille, qui va en vacances dans le Jura, justement ici, voilà, il va se promener, puis il revient quelques semaines après, puis d'un seul coup, il est déprimé, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est la dépression infectieuse, organique, où la Borrelia, peut-être d'autres microbes, montent au cerveau. Et ça peut se traiter par il faut une petite méningite. On dit, oh, c'est une méningite virale, ça va passer tout seul.
Et ça, c'est une cause organique qu'on peut traiter, mais c'est jamais diagnostiqué. Puis l'autre dépression qui est plus fréquente, c'est que ces pauvres malades qui errent depuis des années de médecin en médecin, leur disent ça dans votre tête, vous êtes fous. Ils finissent vraiment par déprimer, à vouloir se suicider par rejet du système de santé et de leur propre famille, parce que le médecin dit au conjoint, votre femme, votre mari, c'est un fou qui veut profiter du système ou qui abuse de tout le monde. Alors, les troubles psychotiques, le syndrome de Munchausen. J'en ai connu des vrais Munchausen, je crois que j'en ai connu 10 dans toute ma carrière. Munchausen, c'est des gens qui se détruisent, qui se mutilent volontairement, même par inoculation de microbes très méchants. C'est exceptionnel, mais alors là, maintenant, tout va. Dès que personne n'est pas bien, on dit c'est un Munchausen. Et le Munchausen, par procuration, on accuse les parents d'inoculer des saloperies à leurs enfants. Et ça, c'est courant, il ne faut pas croire que c'est... Et tous les juges, ils marchent à fond là-dedans, c'est horrible. Donc, finalement, les malades chroniques ne sont pas soignés. Vous savez, vous l'avez vu récemment, maintenant, vous avez appris ce mot randomisé, c'est-à-dire tirage au sort, soit contre un placebo, soit contre un traitement de référence. Il faut que tout soit randomisé, sinon ça n'existe pas. Et il y a eu une étude randomisée comme ça pour le traitement du Lyme, dans le New England Journal of Medicine, le plus grand journal du monde, fait par un médecin militaire américain il y a 20 ans, qui dit, ben non, finalement, 3 semaines d'antibiotiques contre placebo, ça ne marche pas dans les formes chroniques. C'est 3 semaines. Ça, c'est se foutre du monde, parce qu'un Lyme chronique, ça peut être 3 mois, 6 mois, quelquefois 1 an de traitement antibiotique, et plus hydroxychloroquine et tout ça. Si je faisais aujourd'hui une étude randomisée pour dire, tiens, j'ai un nouvel antituberculeux, je vais l'évaluer sur 3 semaines, la tuberculose, c'est 6 mois, 1 an de traitement. Ça ne marcherait pas. Donc, vous voyez que la façon de concevoir le protocole a été fait pour que ça ne montre rien. Et maintenant, mes collègues, mais non, attends, tu arrêtes tes bêtises avec le traitement du Lyme. C'est prouvé depuis longtemps que ça ne marche pas. Voilà. Donc, alors, moi, ça fait des années que j'avais demandé, quand j'étais encore en activité, j'avais écrit des protocoles pour évaluer les traitements antibiotiques prolongés. Et ça a toujours été refusé. Ça a déjà été démontré que ça ne marchait pas, alors que ce n'était pas du tout le même protocole. On ne traite pas une maladie imaginaire. C'était le niveau des experts qui faisaient la critique. Et il n'y a jamais un seul centime pour la maladie de Lyme. Alors pour le sida, il y en a des millions. Pour d'autres maladies, il y a plein de fric, mais pour Lyme, 0. Donc il y a besoin d'évaluer tout ça, parce que c'est vrai que ici, il y a beaucoup sûrement de médecins qui ont soigné plein de malades, et je les remercie parce qu'ils ne sont pas nombreux en France, qu'on a traités de charlatans parce qu'ils utilisaient des antibiotiques, des antiparasitaires, des anti-champignons, des anti-lépreux, même de la phytothérapie qui marche très bien dans certains cas. On dit, bah ouais, mais tout ça, ça n'a pas été évalué, c'est pas prouvé, donc c'est n'importe quoi. Pourtant, ça a sauvé dans le monde des millions de malades. Alors, moi, je n'ai pas appris les plantes à l'école de médecine. J'ai appris ça par mes malades. Parce que moi, je suis peut-être un des rares médecins qui a toujours écouté mes malades. Je voyais des malades qui traînaient depuis longtemps, qui n'étaient pas bien, puis je les vois beaucoup mieux. Puis au début, ils n'osaient pas trop m'en parler, parce qu'on ne dit pas aux professeurs qu'on a pris des plantes en cachette. Bon. Moi, je m'en foutais, et puis après, ils ont vu que j'étais sympa, que j'écoutais. Mais ils m'ont appris énormément. C'est grâce aux malades que j'ai appris tout ce domaine que peut-être beaucoup pratiquaient aujourd'hui. Et maintenant, je suis assez bon en phytothérapie. J'en ai fait pendant des années. Alors là, c'était les premiers exemples publiés. Mais après, vous voyez, le docteur Zhang, que j'ai connu, qui est un Chinois qui travaillait à la Johns Hopkins University à Baltimore, et un type génial qui a fait plein d'études et qui a montré que toutes ces plantes, alors ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'il y en a d'autres, marchent sur Borrelia, mais il y a plein de plantes qui marchent sur beaucoup de bactéries. Alors, tout ça est démontré, mais on continue à vous dire, maintenant, le Lyme, ça n'existe pas, c'est dans votre tête. Alors, je ne vais pas vous mettre toute la liste des références, mais je peux vous les donner si vous voulez. Vous voyez, il y a plein de références scientifiques qui disent que, bien sûr, que les signes et symptômes de la maladie peuvent persister après quelques semaines d'antibiotiques, que même chez l'animal et chez l'homme, on peut retrouver la bactérie en culture ou en PCR
malgré un traitement qui, selon les autorités, a tout guéri, tout stérilisé. Ça, c'est du pipeau total. Oui, 14 références scientifiques, vous les mettez sous le nez des experts et vous dites non, c'est des bêtises. Non, mais moi, j'hallucine, quoi. Moi, je suis scientifique, je ne supporte plus ça. Tout ça parce qu'ils sont manipulés, certains sont corrompus, sont sous influence de lobby. Alors, quand je parle de la bactérie, il y avait ce fameux débat entre Deschamps et Pasteur, mais ça, pour moi, c'est des bêtises. Même Pasteur a reconnu que le terrain était important. Et Deschamps avait tort quand il disait que la bactérie n'avait aucun rôle. Il y a les deux. Il y a le microbe extérieur et il y a le terrain. Mais ça, je suis à fond là-dedans, quoi. Je suis d'accord. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai vu dans ma expérience, si je traite la bactérie avec l'antibiotique, pas mal de gens qui vont guérir, mais quelquefois ils vont rechuter, puis d'autres ne vont pas guérir du tout, ça va aller un peu mieux, ça va rechuter. Et là, je me suis rendu compte, mais ça, moi je l'ai découvert en pédalant comme ça, je n'avais pas été formé comme ça, peut-être que dans les milieux de médecine naturelle, vous aviez vu ça bien avant moi, mais il y a des facteurs génétiques bien sûr, mais il y a le stress. Moi, j'ai guéri des gens de maladie de Lyme, et puis un gros stress, ils perdent leur conjoint dans un accident de voiture, et puis 15 jours après, ils rechutent à fond. Les traumatismes psychiques, les violences conjugales, les violences sexuelles dans l'enfance, l'alimentation joue un rôle fondamental. Et ça, je suis d'accord avec les spécialistes de l'alimentation, que le sucre raffiné est un poison, je pense, pour beaucoup de gens, pour à la fois les maladies inflammatoires, chroniques, le cancer, il y a pas mal de choses. Alors, quand on voit que les grands fabricants de cola financent les Jeux Olympiques, bon. Et puis l'activité physique aussi. Alors oui, ce que je disais, c'est des gens qui vont mieux, puis d'un seul coup rechutent, donc il y a le stress. Et aussi, ce qui m'avait frappé, je l'avais vu pas mal de fois, des gens sont guéris, vont pas trop mal, et puis ils font une maladie infectieuse aiguë. Alors, ça peut être la mononucléose infectieuse, ça peut être le cytomégalovirus, le paludisme, ils ont voyagé, la dengue, le chikungunya, et maintenant le Covid, et pof, toute leur maladie chronique revient en force après. Parce que pour moi, ces maladies aiguës démolissent transitoirement le système immunitaire et puis ça permet aux autres germes qui dormaient tranquillement, qui étaient à peu près contrôlés dans une situation normale, de se réveiller. Il y a toute une polémique sur le Covid long actuellement, alors qui visiblement est beaucoup plus fréquent chez les gens qui n'ont pas été traités par les traitements de charlatans, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, la vitamine D, alors c'est archi prouvé que ça marche. Quand j'entends encore des gens, des experts, des journalistes qui disent que ça ne marche pas, j'ai envie de les étrangler, quoi. C'est archi publié, il y a toutes même des ministres dans d'autres pays qui s'excusent. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas de Covid là, on en reparlera tout à l'heure avec le Covid, où le virus persiste longtemps. On a retrouvé le virus quelquefois plusieurs mois après, mais c'est rare. Et à mon avis, c'est plus souvent le réveil d'infection dormante. Oh là là, hein. Désolé pour vous. Là. Alors, moi, quand j'étais président des commissions à la Haute Autorité de Santé, j'avais obtenu beaucoup d'avancées. Je vous rassure, elles ont toutes été mises à la poubelle depuis que je suis parti. La qualité insuffisante des tests était reconnue. Mais maintenant, vous interrogez le ministère de la Santé, la sérologie, elle est parfaite. Le SPPT, on avait obtenu cette définition, syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique. C'est très compliqué, mais ça permettait à un médecin, même un généraliste, de dire, bon voilà, j'ai éliminé une maladie habituelle connue, je ne sais pas trop ce que cette personne a, possiblement une piqûre de tique, j'ai un syndrome un peu inexpliqué. Il avait le droit de le mettre dans ce cadre qui avait été appelé SPPT. La réponse à un traitement antibiotique d'épreuve comme méthode diagnostique a été reconnue par les autorités, par la Haute Autorité de Santé. J'ai un doute, je fais un traitement antibiotique. Si le malade est ravi au bout de quelques semaines en disant « je vais beaucoup mieux », ben c'est la preuve. Alors, il faut moduler parce que quand on traite ces infections chroniques, 3 fois sur 4, quand c'est une forme sévère ancienne, les malades s'aggravent avant de s'améliorer. Donc moi, je prévenais toujours mes malades, attention, peut-être que le traitement va vous mettre au tapis. Vous allez dans un état épouvantable pendant quelques jours, quelques semaines, où ça peut faire un peu des yo-yo. Mais si ça s'aggrave, gardez le moral, c'est bon signe, c'est que ça marche parce que ça libère les toxines. Et puis, il y avait la possibilité de traiter sur des durées prolongées.
sous la surveillance des autorités avec enregistrement des données pour la recherche. C'est-à-dire qu'il avait été accepté le principe, ben voilà, on ne sait pas si ces traitements prolongés marchent pas, mais on va faire des registres dans les centres de référence qui devaient être créés et voir si vraiment les gens qui ont reçu ces traitements prolongés, ça va aller mieux ou pas. Là, je peux vous dire que ces centres de référence qui ont été créés, c'est la catastrophe, parce qu'il y en a dans toute la France. Ils ont été confiés. Alors moi, j'avais la plus grosse cohorte de patients Lyme de la France. On ne m'a pas donné de centre parce que j'étais incompétent. Et ils ont confié les centres à des infectiologues anti-Lyme chronique à fond. Et là, j'ai des témoignages tous les jours absolument horribles où les malades se font jeter comme des malpropres. Votre test est négatif, vont circuler, vous n'avez pas Lyme, on les envoie en psychiatrie. Quoi. On leur donne des antidépresseurs. C'est horrible. Alors, une petite lueur d'espoir, ce fameux CDC d'Atlanta, qui est le Centre de surveillance des maladies aux États-Unis en 2023. C'est la première fois qu'il l'écrit, parce que moi, à la HAS, à l'Haute Autorité de Santé, si je disais que le Lyme pouvait être chronique, j'étais fusillé sur place. Il tolérait qu'on dise persistant, mais le mot chronique était interdit par décret. Et là, le CDC d'Atlanta, qui était la plus grande agence de désinformation sur Lyme depuis plusieurs décennies, a admis que la maladie Lyme pouvait générer des troubles chroniques. C'est énorme, hein, ça a l'air de rien, mais c'était en septembre, octobre dernier. Alors, pour finir sur la prévention, parce qu'il faut toujours prévenir plutôt que guérir, il y a des vaccins. Alors, le LymeRix, qui a été fait par GSK ça fait plus de 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus quand, avait été retiré très rapidement car il déclenchait des exacerbations. Comme il a été essayé chez les adultes, ils n'avaient pas l'autorisation chez l'enfant. Dans les régions les plus touchées des États-Unis, dans les régions du Nord-Est, beaucoup de gens qui ont été injectés par le vaccin étaient adultes. Ils avaient déjà en eux la Borrelia, même s'ils n'étaient pas tous malades. Et l'inoculation d'un fort dosage d'antigènes extérieurs a déclenché des poussées inflammatoires qui reproduisaient les symptômes de la maladie de Lyme. Comme il y a eu 5000 plaintes en très peu de temps, ils ont arrêté tout de suite. Ce n'est pas le cas du vaccin Covid. Il porte des millions de morts, on s'en fout. Mais là, il y avait 5000 plaintes, ils ont arrêté. Et alors là, ils font des nouveaux vaccins. La petite nouveauté qui peut être mieux, c'est qu'ils mettent plusieurs espèces de Borrelia. Mais en fait, je pense que ça ne va pas résoudre le problème. On va se retrouver, on va inoculer des gens qui sont déjà porteurs depuis l'enfance. Ça ne va pas changer le schmilblick. Alors, ne confondez pas, parce que quelquefois les gens me disent « Mais si, il y a un vaccin sur la maladie de Lyme. Mon médecin me l'a proposé. C'est le vaccin de l'encéphalite attique, qui n'a rien à voir. C'est un virus. Et en Europe, on l'a dans les forêts d'Europe centrale. Il y en a jusqu'en Suisse. Il y en a un petit peu dans le Jura, en Alsace, mais il y en a sauf qu'il y a eu quelques cas dans le Limousin, mais il n'y en a pratiquement pas en France. C'est une maladie très différente. Et si vous allez camper dans la forêt en Bavière ou à Vienne, je vous conseille le vaccin, mais ça n'a rien à voir avec Lyme. Voilà, alors ça c'était un maire en Lorraine qui avait sensibilisé sa population. Mais moi, j'avais demandé au ministère de la Santé il y a très longtemps, informer à l'entrée des forêts, informer les scouts, les randonneurs, les sportifs dans la nature du risque des tiques. Ce n'est pas pour leur faire peur, c'est juste les informer, qu'ils prennent les bonnes mesures de prévention. On m'a dit, non, il ne faut surtout pas affoler la population, et ça avait été refusé, alors qu'il y a des pays où il y a des pancartes à l'entrée des forêts pour vous informer. Donc lui, c'était un maire qui était un peu résistant. Alors, pour la prévention, si vous allez en forêt, déjà si c'est juste pour voir le paysage, vous pouvez rester sur les chemins, c'est beaucoup moins risqué que d'aller dans les fougères. Mais sinon, il y a des répulsifs chimiques qui marchent très bien. C'est les mêmes pour les tiques et les moustiques, hein, le DIT, comme insecte écran. Je mets les noms commerciaux, c'est pas pour faire de la pub, mais sinon les gens ne savent pas ce que c'est. 5 sur 5. Mais maintenant, je privilégie les répulsifs naturels, notamment le mélange eucalyptus citron vert qui a été commercialisé sous le nom de citriodiol. Maintenant, vous en trouvez plein sur Internet. Ça a été validé par l'Institut de recherche à Neuchâtel, qui a vraiment montré que ça avait un effet répulsif. Le laurier aussi. Alors, par voie orale, il y a des huiles essentielles qui semblent marcher. Moi, j'avais voulu monter une étude randomisée avec le laboratoire Pranarum, puis
avec leur produit Aroma Forest qui se prend en gouttes. Malheureusement, le Covid est arrivé, tout ça est tombé à l'eau. Le curcuma aussi, bon voilà. Alors après, il y a même l'armée l'a fait dans certaines campagnes dans la nature d'infiltrer, ou des forestiers l'ont fait d'infiltrer leurs vêtements, ou même quand vous avez vos moustiquaires en Afrique, on vous dit de tremper la moustiquaire dans la permétrine, qui est un produit chimique. Bon, comme ça, l'utiliser de temps en temps, c'est probablement anodin. D'en mettre tous les jours, ça peut être toxique à la longue. De même, si vous mettez du DIT, des répulsifs chimiques, une fois de temps en temps pour aller en Afrique, c'est pas grave. Si vous en mettez tous les jours, on sait qu'il ne faut pas le faire pour les femmes enceintes, les enfants. Alors, bien sûr, l'inspection systématique après une exposition éventuelle. L'ablation rapide des tiques, vaut mieux éviter de les embêter, de mettre quelque chose dessus avant. Il faut les enlever avec un tire-tique. Après, vous désinfectez. Et la tique, quand vous l'enlevez, il ne faut pas la tirer brutalement parce qu'elle, comme les harpons ou comme les espadons, elle a des petits crochets anti-retour. Et si vous tirez brutalement, le rostre, la partie qui est dans la peau, se casse. Alors si ça se casse, moi ce que j'ai fait, je prends une petite aiguille d'injection, puis comme une écharpe, je l'enlève et je désinfecte, mais souvent les gens laissent le rostre, et après ça crée des lésions inflammatoires sur le site de l'injection qui peuvent durer des mois, des années. Donc il vaut mieux, si vous vissez ou dévissez, dans le sens que vous voulez, c'est pas grave. Si vous tournez en enlevant, les petits crochets anti-retour se replient et vous l'enlevez sans problème. Voilà, alors ça c'est pour vous parler de notre ami Ötzi, parce qu'il a été baptisé. C'est cet homme, ce chasseur, qui serait, d'après ses gènes, d'origine corse ou sarde, qu'on a retrouvé au fin fond d'un glacier dans les Alpes, à la frontière dans le Tyrol, à la frontière de l'Autriche et de l'Italie. Alors ils se sont battus entre les Italiens et les Autrichiens, mais je crois qu'il était à quelques mètres près du côté autrichien. Voilà. Alors lui, il a eu la chance, il a eu des millions d'euros pour analyser sa momie, ce que le patient français moyen n'a pas. Et on a trouvé qu'il était bourré de Borrelia. Et ce qui est très amusant, c'est de savoir que ce monsieur, il y a plus de 5000 ans, il avait des tatouages thérapeutiques sur les genoux, les articulations. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque des médecins qui faisaient des tatouages pour soigner les problèmes articulaires. Et alors surtout, ça j'ai adoré, il portait sur lui une petite besace et devinez ce qu'il y avait dans sa besace, des champignons thérapeutiques. Moi j'ai un copain qui est un grand spécialiste des champignons dans le monde qui m'a dit qu'il avait les meilleurs champignons pour traiter Lyme dans sa besace. Donc oui, il savait des choses il y a 5300 ans. Alors pour ceux que ça intéresse, mais c'est plus pour les professionnels de santé. Je co-organise depuis plusieurs années une conférence européenne sur les crypto-infections. La prochaine aura lieu à Compiègne au mois d'octobre. Voilà. Après, vous pouvez la suivre en visioconférence si ça vous intéresse. Ce sera assez technique et scientifique. Hein. C'est pas trop ciblé sur le grand public, mais il y a des moustiques ici, c'est pénible. Hop là. Je n'ai pas mis mes répulsifs avant de venir. Je ne savais pas que le Jura, c'était dangereux comme ça. Voilà, après, on passera à l'autre conférence. Peut-être je vous laisse une petite pause. Et puis, voilà.